18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Le FC Sion a fait le job vendredi soir, victoire 2-1 contre Chafouz à Tourbillon, suffisant pour conserver la tête de la Challenge League pendant la trêve. On en parle dans quelques minutes avec notre consultant Yves Bourdin, mais surtout avec le directeur sportif de la formation valaisanne, Barthélémy Constantin. En deuxième partie, petit coup de fil à un retraité du hockey sur glace, formé à Martigny. Thibaut Monet a terminé sa carrière au HC Sierre. On lui demandera ce qu'il pense du parcours de ses deux anciens clubs. Et vers 18h48, on ouvre une page consacrée au ski alpinisme en compagnie de Yannick Ecker, ancien membre de l'équipe de Suisse. Le Chablaisien est resté très impliqué dans son sport comme coach, mais aussi comme organisateur d'épreuves. Foot, hockey et ski alpinisme, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM. Rhône FM, Zone Mixte avec Hugo Dacustodia. Et vous le savez, cette émission c'est aussi la vôtre. Dès à présent, la ligne WhatsApp de la radio est ouverte. Nous attendons vos questions ou remarques au 079 327 10 10. 079 327 10 10. Kevin aura carte blanche pour intervenir, pour nous lire les éventuelles remarques de vous, chères auditrices, chers auditeurs. Zone Mixte, le débrief. 6 mois après sa relégation en Challenge League, le FC Sion a amorcé un processus de reconstruction, effectif réduit, recrutement ciblé, moins de moyens, toujours autant d'ambition. Premier de son championnat à égalité de points avec Thun, le club valaisan est également qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. On va évoquer le présent et l'avenir. On va également parler de la victoire de vendredi contre Chafouz avec nos deux invités, Bart Constantin, directeur sportif du FC Sion. Bonsoir. Bonsoir. Et notre consultant Yves Bourdin, salut à toi. Salut Hugo et bonsoir à tous. Yves, on commence avec toi. Dernier match de l'année 2023, quelques frayeurs mais un succès mérité face aux Chafouzois. Oui, une première mi-temps un petit peu comparable au dernier match qu'on a vu, FC Sion qui était un petit peu comme contre Nyon, assez dominant dans le jeu, mais vraiment du mal à mettre le ballon au fond. Et puis une erreur défensive qui donne l'ouverture aux visiteurs malheureusement. Après, je pense que les mots de Dietto dans les vestiaires ont fait mouche. Le FC Sion est venu pour moi transformer avec des meilleures intentions, plus de verticalité, plus de mouvement, plus d'agressivité aussi. Et en quelques minutes, en un quart d'heure, c'était bouclé. On a eu quand même encore quelques frayeurs en fin de match, comme souvent, mais ça a tenu. Et puis, ce FC Sion finit l'année sur une bonne note. Bart, comment vous avez vécu cette rencontre à rebondissement, puisque les Sédunois étaient menés à la pause avant de retourner la situation en deuxième période? Non, on n'a pas fait une très bonne première mi-temps. C'est clair qu'on n'était pas présent. On a fait cette erreur qui nous fait mal quand on prend ce goal. On a réagi tout de suite en deuxième mi-temps, ce qui était extrêmement important. Et dans la foulée, on a pu mettre ce 2-1, mais on a tout de suite vu, comme l'a dit Yves, que le jeu était différent également en deuxième mi-temps. On a retrouvé un FC Sion qu'on avait vu au match de Vaduz ou les matchs précédents, et moins un FC Sion qui était un petit peu moins bien ces derniers temps, mais qui n'a quand même pas perdu. Comment vous avez vécu cette série de 4 matchs nuls de suite? C'était difficile à comprendre aussi pourquoi le FC Sion était en train de caler? Non, c'est clair qu'après on sait que la fin de l'année arrive, on sait très bien que dès que ça arrive mi-novembre jusqu'à décembre, c'est toujours dangereux, il faut toujours être extrêmement sérieux. Il y a la fatigue, il y a beaucoup de matchs qui sont enchaînés, il y a eu des matchs de coupe également, des joueurs qui ont des matchs également internationaux, mais c'est pour tout le monde la même chose, donc il n'y a pas que pour nous. Alors c'est clair qu'on a eu un petit passage un petit peu moins bien, mais c'est clair que si il y a 6 mois on disait qu'on était premier à Noël avec 37 points, on signait tout de suite. Yves, il n'y a pas eu de vrai passage à vide du FC Sion durant l'entier de cette première moitié de saison. Par contre, il y a eu quelques petits moments qui ont fait défaut. Ouais, il y a eu 2 coups de mou pour moi. Il y a eu le match contre Baden qui précédait le match de coupe contre Getse. Donc on a eu le match à Baden où le FC Sion fait match nul. On s'attendait vraiment à une victoire là contre, sauf erreur, Baden était dernier ou avant-dernier du classement. Après il y a le gros match à Tourbillon contre Getse où vraiment Sion fait un excellent match, sort une équipe de Super League. Derrière, le FC Sion enchaîne contre Chafouz qui était dernier et là refait match nul. Ensuite ça s'est vraiment bien passé puisqu'il y a eu des 3-0, 4-0, 4-1. Et puis comme l'a dit Barthélémy là il y a quelques instants, il y a eu ces dernières semaines là depuis mi-novembre où on a enchaîné 4 matchs nuls de suite avec des moments frustrants parce que notamment le match nul le plus proche de nous, celui contre Stagnonnet, ça devait être une victoire absolument obligatoire. Et puis le gros couac aussi, le dernier quart d'heure du match contre Thun où le FC Sion menait vraiment tranquillement, avait la main vraiment sur le match et puis prend 3 buts en un quart d'heure. Là c'était vraiment les 3
moments forts dans le moins positif. Mais je rejoins Bart aussi dans ce qu'il dit. En sortant de la Pontaise contre le stade Lausanne-Ouchy après la relégation, si on m'avait dit, voilà, dans 6 mois, Sion est premier avec 13 points d'avance sur le troisième en challenging, j'aurais scié les deux mains, effectivement. Ouais. On va s'étaler dans le bilan dans quelques instants. Restons sur ce match contre Schaffhouse. Bart, Constantin, on a failli revivre aussi le scénario de mardi. C'était frustrant contre Nyon et on a senti que Didier Tolo était particulièrement agacé à la fois après le match contre Nyon et à la mi-temps de ce match contre Schaffhouse. Non, c'est clair que c'est normal qu'il y ait de la rage de l'entraîneur et qu'il y a un mécontentement. Aujourd'hui, on doit avoir une équipe à niveau qu'on doit montrer qu'on doit mériter notre première place. Donc c'est clair qu'il y a de la frustration dans le coach, mais tout le monde veut gagner, on veut gagner tous les matchs, donc c'est clair qu'on a de l'ambition et on veut montrer qu'on a toujours cette ambition à chaque match avec son monde depuis le début de saison. Didier Tolo qui nous a dit qu'il a fait 2 ajustements entre guillemets à la mi-temps contre Schaffhouse. Il a demandé à ses 2 milieux de terrain axiaux de rester justement dans le cœur du jeu pour laisser de la place aux ailiers et éventuellement aux latéraux sur les côtés. Voilà pour le changement tactique et puis le changement d'attitude aussi, c'était criant. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Didier Tolo a su trouver les mots pour transformer aussi ses joueurs. Après, on a aussi la réussite entre guillemets que Kabak Alman met après 30 secondes cette égalisation, parce que plus le temps passait, si Schaffhouse arrive à durer encore ou à tenir le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps avec ce 1-0, chaque minute qui serait passée aurait été compliquée pour le FC Sion, avec un jeu fermé, peut-être moins de rythme, etc. C'était hyper important de marquer vraiment très très vite. Et puis le FC Sion a eu la bonne idée, entre guillemets, d'enfoncer le clou aussi à la 62e ou 63e, sauf erreur, et ça a tué les Schaffhousois. À mon sens, on aurait même dû ou pu mettre le 3e pour être tranquille, mais voilà, faut pas plus réaliste que le roi, pardon. Et puis, tant mieux que ça soit terminé comme ça, mais vraiment, ce qui a fait la différence pour moi, c'est l'attitude et l'état d'esprit au retour des vestiaires. Ouais. On va clore ce chapitre Schaffhouse. Yves, quelques highlights que j'ai notés de mon côté, à voir si tu confirmes. Excellent match de Gilles Richard dans la charnière centrale, un but pour Sorgic, et puis voilà, une prestation défensive solide comme ça l'a été par le passé, avec une petite erreur qui s'est payée cash. On s'est souvent posé la question, qu'est-ce qui manquait sur le banc du FC Sion dans la profondeur de l'effectif? On a cité ici notamment en défense centrale, on s'est dit si Ziegler ou Schmid sont blessés ou suspendus, voilà, c'est peut-être un petit peu léger, mais les 2 matchs qu'a fait Gilles Richard, c'est 2 matchs quasi parfaits, hein. À Haro, pour remplacer Ziegler sur un terrain difficile dans un contexte compliqué, il a fait un très bon match, et puis là, vendredi aussi, hein, vraiment, on aurait dit un vieux briscard dans la charnière centrale, il y a eu pas très peu d'erreurs, il n'y a pas eu d'erreurs solides sur l'homme, simple à la relance, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et puis on a toujours FT sur le côté de la défense qui pour moi est vraiment dans un autre style que Lavanchy, mais vraiment très, très serein, très propre, et puis il traverse ses matchs comme ça en faisant vraiment des bons matchs sans faire d'esclandre, et puis vraiment très très bon. Et puis une petite piécette aussi sur Chipperfield qui pour moi est un joueur vraiment extrêmement intelligent et très précieux dans le milieu de terrain du FC Sion. Place donc au bilan, 18 matchs de championnat, 10 victoires, 7 nuls, une seule défaite, c'était contre Thun, 3 succès en Coupe de Suisse. Barthélémy Constantin, vous nous dites on aurait signé pour être premier, vraiment, il n'y avait pas vraiment d'envie affichée que le FC Sion soit là où il en est aujourd'hui? Non, mais ce qui est clair, c'est qu'en début de saison, il y avait des choses à changer parce qu'on avait qu'une relégation. Et quand on vit une relégation, c'est qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a besoin de réidentifier les supporters, il y a besoin d'ajuster des choses à l'interne du club, du côté sportif comme administratif. Il a fallu changer également la vision et l'approche des choses au quotidien et de la politique qu'on avait. Parce qu'aujourd'hui, quand on est relégué, c'est qu'on a fait des fautes. Donc on a corrigé le tir, on a mis cette ligne de conduite qu'on a voulu dès le début de saison avec le travail, abnégation, fierté et gagner, et c'est comme ça qu'on se construit, et petit à petit. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on a encore du chemin à faire pour arriver où on doit être, mais on a pris une bonne direction et on doit continuer comme ça à travailler tout de suite en début d'année. Je pensais aborder le thème plus tard, mais Bart Constantin, Didier Tolo, c'était la brique numéro 1 de ce nouvel édifice. Je crois que je l'avais dit également à toi quand on s'était eu au téléphone quand j'étais à Bordeaux, juste avant quand on a annoncé Didier, c'était la première pièce à l'édifice au grand public, que le grand public devait voir, et c'est important pour nous d'avoir Didier comme homme et comme personne pour recommencer ce défi. Qu'est-ce qu'il dégage dans le privé ou dans vos relations professionnelles? Parce que envers les médias, on sent parfois un petit peu de méfiance, des fois il se livre, des fois un petit peu moins. Comment c'est de bosser avec lui? Non, c'est très bien. Bon, Didier, je le connais depuis que je suis tout petit, parce qu'il était entraîneur-joueur en 2003 du côté du FC Sion, donc il m'a connu enfant.
il m'a vu grandir aussi d'une certaine manière. Quand il est revenu en 2009 et il a gagné la coupe, on s'était recroisés. Et après, en 2015, on a gagné la coupe ensemble. Donc pour moi, c'est mon premier trophée. On a vécu également la Coupe d'Europe ensemble. Donc il y a des choses que je sais. Alors déjà qu'on était extrêmement liés avant ça. Après 2015, c'est clair que c'est des souvenirs à vie, des choses qui nous lient à vie. De gagner un trophée avec des gens, tu es toujours connecté à ces personnes. De vivre une histoire en Coupe d'Europe comme on l'a vécu, c'était quelque chose d'incroyable pour tout le monde. Et c'était une expérience qui était magnifique, que chaque fois tu as envie de revivre. Et il n'y a que l'Europe qui peut t'amener ça. Et ça permet de créer des liens beaucoup plus forts. On a toujours été en contact aussi lors de ces passages en France après. Donc c'est un plaisir de travailler avec. Mais dans le privé et dans le professionnel, c'est une excellente personne. J'adore. C'est un être humain que j'apprécie énormément et un technicien également. Yves, un mot sur Didier Tolo qui nous a fait plusieurs confidences. Déjà qu'il aurait dû reprendre le travail début janvier seulement à la suite de son incident cardiaque. Et puis, quand tu lui as demandé s'il y avait des choses à enlever sur cette première moitié de championnat, il nous a dit 16 minutes, les 15 dernières contre Thun, défaite 3-2 à Tourbillon et la dernière minute du match contre Nyon, match nul mardi passé. On peut que lui donner raison. Ça ferait quelques points en plus là maintenant au classement. Après, voilà, Didier Tolo, c'est la personne qui tient ce groupe. D'ailleurs, on le fleurit régulièrement ici dans Zone Mixte. Voilà, quand il y a des passages à vide, quand il faut remobiliser les troupes, etc., il y a un homme qui est devant son groupe, c'est l'entraîneur. Et là, voilà, on est premier avec 37 points. C'est qu'il fait bien son travail. On l'a encore vu ce week-end, donc vendredi, au retour des vestiaires. C'est l'œuvre aussi de Didier Tolo qui a su trouver les mots. Et pour trouver les mots, il ne faut pas simplement en dire. Il faut connaître son groupe, connaître ses joueurs, savoir sur quel point il faut appuyer et toucher les cordes sensibles de temps en temps. Et pour moi, je pense qu'il a ce côté, comme le disait Bart, le côté humain. Il sait sans doute être proche de ses joueurs aussi, parce que des fois les joueurs, il faut les accompagner, des fois il faut leur botter peut-être un peu plus les fesses. Je pense qu'il manie le bâton et la carotte de manière très très bien. On sent que le groupe adhère aussi au discours de Didier Tolo, sinon le FC Sion ne serait pas premier à l'heure actuelle. J'ai dit on a plein de thèmes, plein de thématiques à aborder. Je vais ramasser 4 questions en une en schématisant un petit peu cette première moitié de championnat. Défense, assurance tout risque. Fayoulou, bon mais sans concurrence. Milieu de terrain bien fourni et attaque peut mieux faire. Qu'est-ce qu'il y a à redire sur ce constat, Bart Constantin ? Non, c'est un bon constat. Après, Tim, c'est clair qu'il a quand même un peu de concurrence parce que même si Heinz n'est pas encore revenu à la compétition, il a quand même poussé derrière. Mais comme Heinz, c'est quelqu'un qui aime le club et qui est un clubiste, c'est quelqu'un qui va aider Aoussia également, sachant qu'aujourd'hui il a besoin de plus de temps, à pousser Tim dans le bon sens. Donc Tim a joué, Tim a fait des bons matchs. Maintenant, c'est clair que sur les goals qu'il a pris, il a peut-être une ou deux choses qu'il doit sûrement corriger. Mais comme nous tous, on a des choses à ajuster sur les points négatifs qu'on a eu. L'assurance, la défense, elle est excellente parce que c'est la meilleure défense du championnat. Le milieu, on est bien fourni, comme tu l'as dit, c'est très bien résumé. Et en attaque, c'est clair qu'on doit recruter, comme je l'ai dit en fin de saison dernière, on n'a pas recruté un élément offensif en plus. On a besoin de cet élément offensif. Et sûrement, avec un autre joueur offensif, le coach aurait eu plus de solutions pour ces 4 matchs nuls. Et peut-être que ça aurait été différent, mais avec Dessy, on refait le monde. Donc maintenant, on doit aller de l'avant, retenir qu'on a la meilleure défense du championnat, on a la 3e meilleure attaque, il y a quelque chose à ajuster. On sait où on doit se renforcer, on sait où on doit ajuster, et on doit continuer à aller de l'avant. Yves, du renfort offensif, avec quel profil du coup ? Bon, il faut du renfort offensif déjà pour Zorgic, déjà pour le laisser souffler, parce que le profil de Zorgic fait que c'est quelqu'un qui contribue vraiment énormément dans le jeu. Il court vraiment beaucoup. Et il enchaîne aussi 90 minutes les week-ends après week-end. Donc on doit le faire souffler effectivement. Après le profil, faudrait quelqu'un qui prend vraiment, à mon sens, la profondeur. Quelqu'un qui puisse vraiment dynamiter vraiment ses défenses avec la puissance, de la rapidité, qu'on puisse vraiment lancer en profondeur et qu'il y ait de la rapidité. On a Fortuné dans ce profil-là, mais pour moi, il est quand même encore un petit peu léger, puis vraiment trop brouillon vraiment pour vraiment faire la différence. Donc, ça serait le profil, à mon sens, qui irait bien. Ça donnerait aussi peut-être la possibilité à Didier Tolo de jouer à 2 attaquants avec des compétences, on va dire, ou des profils complémentaires. Ça pourrait être une solution, ouais. Bart Constantin, choix rêve sur un couloir et pas en soutien de Zorgic, ça c'est une hypothèse qui vous plairait ou pas ? Je laisse le tout technique, c'est Didier Tolo qui décide, c'est lui qui a la main dessus. Donc c'est lui le patron de la tactique. Bon, j'aurais essayé. Voilà, c'est une question qu'on se pose souvent, que ce soit ici ou aux commentaires de match. Un dernier mot, est-ce qu'il y a un budget établi pour un ou plusieurs éventuels renforts et des pistes concrètes à ce stade ?
Non, alors c'est clair, donner des noms, donner des pistes concrètes. Vous savez très bien, tout le monde sait très bien que je suis pas dans la spéculation. Mais par contre, pour vous dire, il y aura 2 à 3 renforts pour cet hiver du côté du FC Sion, parce qu'on sait qu'on a besoin d'ajuster, comme je l'ai dit, un ou 2 éléments. Même au milieu, on a besoin d'ajuster quelque chose. Donc on va recruter quelqu'un au milieu de terrain et également 1 ou 2 joueurs offensifs. 2024, grand saut dans l'inconnu parce qu'il y a 2 temporalités, j'ai l'impression. Il y a le très court terme, le FC Sion veut réussir son championnat, sa saison 2023-2024. Et la presse, c'est un grand point d'interrogation parce que sur le plan purement sportif, il y a donc cette promotion voulue, souhaitée par les joueurs et les supporters. Mais il y a ce fameux contrat, il y a les infrastructures de tourbillon qui seront a priori quittées par le FC Sion, sauf rebondissement. Alors maintenant, on attend toujours une décision des politiques de la ville de Sion. Donc tant qu'il n'y a pas de cette réponse, tout le monde est encore dans l'attente pour savoir. Alors le besoin d'infrastructures, c'est primordial d'en avoir. On continue de discuter également avec les gens de la ville, également le collectif aussi. Mais tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose qui doit être touché au niveau des infrastructures, parce que c'est pas possible de vivre comme ça. Yves, à quoi bon le FC Sion terminer premier en tête de son championnat, être promu, gagner la coupe, que sais-je, et ensuite disparaître? Ouais, je pense pas que le FC Sion va disparaître, je suis même sûr que non. Après, la seule question, c'est dans quelle catégorie va être le FC Sion. Après, c'est vrai que ça fait réfléchir aussi. On se bat pour remonter en Super League, puis d'un côté, on a le discours en disant, mais si on n'a pas les infrastructures, peut-être qu'on va retomber dans l'amateurisme. Et là, ça fait un petit peu mal d'entendre ça, mais je pense, alors Bart saura sans doute mieux que moi, je pense, c'est aussi un discours aussi pour mettre la pression sur tout le monde, mais j'ose pas imaginer que la politique et le sportif ne s'entendent pas et au final le FC Sion paye les pots cassés, parce que si le FC Sion paye les pots cassés, les supporters font partie de ce pot cassé, pour dire ça comme ça, mais il y a aussi toute la filière derrière sportive, des jeunes valaisans qui voient ce FC Sion comme quelque chose qui les tire en avant au quotidien, et il y a le rôle de locomotive que le FC Sion doit garder, et pour ça il faut une équipe professionnelle dans la plus haute ligue du pays. Mais je comprends aussi le fait qu'il faille des infrastructures. Alors après, est-ce que c'est un FC Sion modernisé avec peut-être un centre d'entraînement qui est centralisé en quelque part, ou est-ce qu'il faut absolument un nouveau stade? Ça, ces prochaines semaines ou ces prochains mois nous diront ce qui va arriver ou pas dans le futur. Bart Constantin, comment vous travaillez avec ces 2 temporalités, de présenter des projets à des joueurs, de s'engager sur le long terme avec eux, de proposer presque du rêve aussi aux plus jeunes, à la filière élite qui existe malgré tout en Valais, en sachant que dans 6 mois, tout cela peut s'arrêter tout simplement et peut devenir une autre réalité? On ne sait pas encore dans quelle réalité, donc aujourd'hui je me concentre d'améliorer l'équipe, de pouvoir donner du plaisir aux gens, que l'équipe puisse retrouver du plaisir à venir à Tourbillon. Et aujourd'hui c'est important pour moi d'avoir une équipe performante pour pouvoir tout faire pour continuer à être à la place dans laquelle on est. Vous êtes en totale harmonie avec les décisions de Christian Constantin, le président du FC Sion, votre papa? Bien sûr, je suis en harmonie avec lui. Et quelle est votre marge de manœuvre du coup dans ces discussions? Non, mais aujourd'hui, c'est toutes des discussions qu'il a entamées lui, c'est des discussions qu'il a par rapport qu'il a par rapport avec les politiciens. On en échange beaucoup quotidiennement, mais c'est lui qui mène la barque pour ça. Et Bourdin, une dernière remarque, une dernière question à faire à Barthélémy Constantin? Plutôt sur la partie transfert, on avait, tu l'as dit, il y a trois renforts qui risquent de venir. Donc un attaquant, il faut penser qu'il y aura peut-être un 9 qui va arriver. Quelle zone d'attaque sera aussi améliorée? On va chercher un joueur polyvalent qui est capable de jouer plusieurs positions, axiales ou au couloir. D'accord, puis un petit mot sur les blessés. On a Mubenje et Tatinga qui sont toujours partie de l'effectif. Je les ai vus un petit peu sur les réseaux sociaux qui commençaient à reprendre un petit peu. Est-ce qu'on a des dates de retour pour ces joueurs? François va revenir, va intégrer l'équipe totalement à 100% dès le début janvier à la reprise. Il va venir au camp d'entraînement. Et par contre, pour Clayton, ça va être un poil plus long avant mars, avril. Donc pas prêt pour la reprise Tatinga? Non, pas du tout. D'accord. Voilà Yves, je t'ai fait mon porte-parole. J'ai réponse à toutes les questions. D'autres supporters, d'autres suiveurs du club. Merci beaucoup Bart Constantin d'avoir été avec nous. Merci aussi à toi Yves d'être fidèle au poste. Bonne fin de dimanche, bonne fête à vous messieurs. Merci beaucoup, bonne fête. Et puis le FC Sion qui reprendra son championnat donc fin janvier. On sera là pour en reparler après la musique. Les rêves, c'était la précédente chanson, les rêves olympiques, c'est ce qui concerne le ski alpinisme qui continue de se transformer pour réussir son entrée au JO. On en parlait il y a quelques semaines avec Pierre Métan et Kylian Granger, 2 athlètes que vous connaissez bien. Yannick Ecker, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien membre de l'équipe de Suisse, ancien vainqueur de la PDG. On va aborder plusieurs thématiques avec vous, notamment l'évolution du ski alpinisme, le circuit de Coupe du Monde, les grandes courses, les courses populaires. Un mot d'abord sur vos protégés, je l'ai dit, Kylian Granger en particulier, Pierre Mettan dans le cadre d'une collaboration avec le Club Alpin et l'équipe de Suisse. Quelle est votre mission auprès de ces athlètes et est-ce que vous en suivez d'autres ? Alors bon, pour Kylian, c'est quelqu'un que je suis depuis qu'il a vraiment commencé un peu le ski alpinisme. C'est un peu à protéger, il vient de la région, j'ai envie qu'il perce. Pierre, c'est un peu différent, je le coach avec la fédération. Et il y a aussi Maximilien qui court pour la Belgique, il m'a fait confiance depuis maintenant 3-4 ans. Et ça se passe bien, on continue à collaborer aussi ensemble. On avait déjà raconté la belle histoire de Maximilien Drion qui effectivement s'est établi en Valais il y a plusieurs années et qui défend les couleurs de la Belgique. Quand on a reçu Pierre Mettan et Kylian Granger, c'était lors de la première étape de Coupe du Monde de ski alpinisme et eux, ils n'avaient pas été retenus parce qu'ils ne font pas ou pas assez bien du sprint. On les avait sentis un petit peu pris en otage par ce chamboulement au niveau de la fédération, des fédérations suisses et internationales. Vous comprenez leur état d'esprit ? Alors, pas retenu, c'est pas vraiment vrai parce que Kylian, il revient de blessure. On s'était mis d'accord pour qu'il n'y aille pas à ses courses parce que ça faisait pas de sens. Pierre, il n'aime pas forcément le sprint, c'est pas sa discipline de prédilection. Du coup, ils étaient en camp d'entraînement du côté de Zermatt et le camp s'est très, très bien passé. Après, c'est vrai que quand on fait des camps avec 2 athlètes, c'est un peu spécial. Mais ils ont eu du plaisir et moi, j'ai eu du plaisir à les coacher cette semaine-là. Ouais, 2 athlètes, j'ai peut-être pris quelques raccourcis en disant qu'ils n'avaient pas été retenus. Quoi qu'il en soit, ils s'étaient montrés dans une forme d'incompréhension par rapport au nouveau calendrier qui fait la part belle au sprint au niveau de la Coupe du Monde et moins aux individuels que vous avez très bien connus. Alors c'est clair que le CIO, ils ont fait un choix de retenir le sprint et le relais. C'est des disciplines qui sont très télévisuelles, qui sont intéressantes pour les spectateurs, mais c'est pas non plus l'essence du ski alpinisme. L'essence du ski alpinisme, c'est les courses individuelles, c'est la patrouille des glaciers, c'est la Pierre Menta, c'est ces courses mythiques qui font rêver les jeunes. Mais maintenant, les jeunes, ils ont un nouveau rêve, c'est le rêve olympique. Et voilà, les évolutions, le sport change et le CIO a fait en sorte que notre sport change aussi. Et du coup, le circuit de Coupe du Monde s'adapte. Pas d'étape à Morgin cette année, cette saison, une étape à Villars en revanche. Vous visez l'alternance comme ça entre Morgin et Villars? Il y a une entente cordiale? Alors, je ne sais pas si on vise l'alternance. Villars, ils m'ont demandé aussi de travailler pour eux. Je serai sur les parcours pour le sprint et le relais. C'est moi qui suis chef de discipline. Et ben voilà, on se passe un petit peu les forces. Après, c'est clair que mon cœur reste à Morgin. Mais vu que cette année, on n'avait pas de course et puis que Villars faisait des Coupes du Monde, je trouve que c'est très intéressant de partager le savoir parce que quoi qu'il arrive, les 2 destinations font quelque chose de bien. Et voilà, on grandit ensemble, on va de l'avant. Ça bouge. À Morgin, vous étiez en lice pour accueillir les JO en 2030. Ça ne va pas se faire en Suisse, peut-être 2038. Je vous vois faire une tête qui en dit long. Voilà, on fait de la radio, mais votre visage est suffisamment expressif pour comprendre que vous avez un avis forcément sur la question. Ben c'est clair que 2030, je me projetais. J'arrivais à voir quelque chose, j'arrivais à voir les Jeux Olympiques à Morgin ou bien au moins en Suisse pour notre discipline. Par contre, 2038, ça fait loin, mais quoi qu'il arrive, s'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent une fois en Suisse, je serai derrière pour préparer les parcours parce que voilà, ça me plaît, c'est mon sport, j'ai envie de mettre en avant mon sport. Il faudra que d'ici là, le ski alpinisme soit toujours un sport olympique parce que ce n'est pas non plus une garantie. Et quoi qu'il en soit, Morgin se place pour des championnats du monde. C'est une autre candidature, un autre projet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors c'est clair que quand on avait repris les Coupes du Monde en 2022, on s'était dit que le but c'était d'aller faire des championnats du monde. On a eu en 2022 et 2023 des Coupes du Monde avec une grande réussite, beaucoup de compliments de la part de l'ISMF. Et du coup, on a franchi le plat maintenant pour aller aux Jeux Olympiques, pour aller aux Championnats du Monde en 2025. Le dossier est dans les mains de la Fédération suisse qui va partir à l'ISMF. Et fin janvier, on aura une décision pour savoir si notre dossier a été retenu ou pas. Des perspectives donc pour Morgin et pour le ski alpinisme. Yannick Ecker, année de patrouille, saison de patrouille, ça change tout dans l'esprit des coachs et a fortiori des athlètes. C'est clair que pour les athlètes valaisans, encore plus que pour les autres, c'est quelque chose de mythique cette patrouille. Tous les athlètes ont envie d'accrocher leur nom au palmarès, peut-être même plus que les Jeux Olympiques pour beaucoup. Après, c'est clair que les jeunes qui arrivent, eux, ils voient les Jeux Olympiques, mais pour beaucoup d'athlètes valaisans, accrocher la patrouille à leur palmarès, je pense à un Aurélien Guay,
je pense qu'il a ça au coin de sa tête et puis lui, ce serait sa plus belle victoire. Est-ce que selon vous, d'un avis extérieur ou partiellement impliqué, je ne sais pas exactement, puisque vous avez tout plein de casquettes, on a trouvé une forme de sérénité en ce qui concerne cette grande épreuve organisée par l'armée mais promue par diverses entités? Je pense que maintenant, cette course, elle est quand même bien implantée dans le paysage, on dira ça comme ça. C'est une course qui est mythique, c'est une course qui est reconnue à travers le monde maintenant. Et heureusement, elle perdure, et puis espérons qu'elle va perdurer encore de nombreuses années. Est-ce que les patrouilles suisses, valaisannes, pourront battre les patrouilles françaises et italiennes qui, on dirait, partent avec une longueur d'avance? Alors, ils partent avec une longueur d'avance peut-être sur le plan physique, mais la patrouille, c'est autre chose. Il y a aussi le côté humain, le côté équipe, et la Suisse est très forte de ce côté-là. Avec, on a toujours eu cette je sais pas comment expliquer, mais c'est cette tradition de patrouille des glaciers qui fait que en fait on gagne quelques petits pourcents en plus, qui fait qu'on est très très fort sur ce genre de course. Voilà pour cette patrouille des glaciers qui arrive, qui se déroulera au printemps comme chaque 2 ans. Calendrier des coupes suisses, des coupes populaires, 2 épreuves à Morgin. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité, Yannick Ecker. Il y aura la montée de la Foyeuse qui lance un petit peu la saison pour le bal des populaires, j'ai envie de dire. Et puis Morgin, Yannick Ecker Trophy, ça sera pour le début de l'année prochaine. Pourquoi 2 épreuves d'ailleurs à Morgin? Alors, la montée de la Foyeuse, c'est la première verticale de Suisse. C'est une course qui a été créée dans les années 90, début des années 90. Et c'est une course mythique, c'est une course que les plus grands ont participé. On a eu Kylian Jornet, on a eu des Italiens, on a eu des Français. Et beaucoup de grands noms ont accroché cette course à leur palmarès. Et la Miette, c'est une course qui est vraiment populaire. Le but, c'est de faire... d'apporter quelque chose pour tout le monde, une course qui est facile, en dehors des courses comme Valrette, comme l'Alpiniski, qui sont des courses quand même beaucoup plus techniques, beaucoup plus difficiles. Notre course, elle est vraiment pour tout le monde, pour les familles, et c'est ça qui fait un peu la différence. Si on reste sur la montée de la Foyeuse, on avait eu quelques discussions lors de précédentes interviews. Vous vouliez faire de ce rendez-vous une sorte de classique, parce que le parcours ne bouge pas, et du coup on peut se comparer d'une année à l'autre face à ces grands noms qui ont participé à cette épreuve. Exactement, c'est le parcours qui a jamais évolué. Alors cette année, avec le nouveau télé, il y aura une petite différence au départ, on va gagner 2 secondes. Mais autrement, le parcours ne change pas, et c'est aussi un parcours qui a eu lieu en Coupe du Monde l'année passée. Ça veut dire qu'il y a des temps de référence. Le parcours de la Coupe du Monde était un petit peu plus long pour des raisons organisationnelles et puis aussi pour les images au sommet de la Foyeuse, pour que ce soit un peu plus joli. On a un peu modifié l'arrivée, mais ça change de 30 secondes. On sait que quelques courses populaires disparaissent du calendrier parce qu'il y a trop de choses chaque week-end. On en parle beaucoup sur Rhône FM, des manifestations sportives. C'est un peu une exception d'organiser 2 épreuves populaires à Morgin. Morgin a toujours été avant-gardiste pour tout ce qui est ski alpinisme. On en a toujours fait. Il y a eu toujours beaucoup de personnes, les anciens, il y a eu les randoparcs, mais avant les randoparcs, c'était des itinéraires qui étaient déjà balisés par des amoureux de ski alpinisme. Il y a toujours eu ça. Et oui, d'avoir 2 compétitions à 10 jours d'intervalle, en quelque sorte, parce que c'est le 29 et le 13, il y a 14 jours entre 2, 15. Et ouais, c'est un peu différent. C'est des compétitions populaires, mais ça reste dans le même esprit, dans l'esprit populaire, dans l'esprit festif. Il y a un peu un paradoxe, Yannick Ecker, quand on voit certaines courses populaires disparaître, mais quand on voit les randoparcs foisonner un peu partout. Alors le ski alpinisme, il est en plein essor, hein, ça fait 4 ans qu'on lui dit qu'il est en plein essor, mais ça ne s'arrête pas. Il y a de plus en plus de populaires, beaucoup plus de monde qui pratique, mais il y a moins de personnes qui font des compétitions. Je pense que les gens se sont aussi un petit peu lassés, ce que je peux comprendre aussi. Après, nous, ce qu'on fait, c'est mettre des compétitions sur pied pour que ceux qui ont envie, qui ont toujours aimé ce côté un peu compétition, ce côté de se dépasser aussi, ils puissent venir s'adonner à cette discipline chez nous. Un dernier mot, il y a plusieurs facteurs, j'imagine, qui expliquent l'essor du ski alpinisme. Quels ont été les points clés, selon vous? L'allègement du matériel, peut-être un matériel qui est devenu moins cher aussi au fil des années, ou bien c'était vraiment le bol d'air post-Covid souhaité par beaucoup? Je pense que c'est un ensemble de choses, mais le bol d'air, c'est peut-être le plus important, parce que les gens, avec le Covid, ils ont recommencé à bouger, recommencé à se dépenser. Et je pense que ça fait toujours du bien, ça vide la tête, ça fait du bien. Partir en fin de journée sur le randoparc, de nuit et tout, ça permet de se vider un peu les idées de la journée. Et puis on rentre à la maison, on est détendu, on est beaucoup mieux. Rapidement, vous êtes encore sollicité par d'autres stations que Morgin pour développer des randoparcs, pour amener votre expertise? Alors,
Pas pour le moment. Le rando-parc, le but maintenant, c'est de les homologuer, c'est de travailler avec le canton pour qu'on ait des rando-parcs qui soient homologués et que tous les rando-parcs du Valais soient déjà des rando-parcs reconnus à travers la Suisse. Merci beaucoup Yannick Ecker pour votre présence en studio, pour avoir évoqué toutes sortes de thématiques qui touchent à l'actualité du ski alpinisme. On vous donne rendez-vous et aux amateurs du côté de Morgin donc pour la montée de la Foyeuse en fin d'année et puis pour la Morgin Yannick Ecker Trophy qui porte votre nom au début de l'an prochain. Bonne soirée et bonne fête. Bonne soirée, bonne fête à tous, merci. Et c'est ainsi que s'achève la dernière émission de Zone Mixte pour 2023. L'émission se met en pause pour un tout petit mois. On sera de retour dès le 14 janvier. Merci à Kevin pour sa contribution aux manettes de ce rendez-vous aujourd'hui. Au nom du service des sports de Rhône FM, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très vite. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.